Mes chers compatriotes, Ces nouveaux propos provocateurs de Jean-François Copé. Écoute bien, ça va aller mieux économiquement en 2017. Bonjour Marine Le Pen, vous n'avez pas honte? Pour la France, qui appartiendra au passé en 2017. Le cinéaste français Jacques Audiard a remporté le titre suprême hier soir au Festival de Cannes. La Palme d'Or a été attribuée à son film Deep End, déjouant tous les pronostics sur la croisette. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Quel pied, ah quel pied. Oh putain. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes l'école de journalisme de Tours et nous vous souhaitons la bienvenue sur Radio Campus. Ravi de vous retrouver comme chaque vendredi matin, nous sommes aujourd'hui le 4 décembre et nous sommes en direct. Comme chaque fin de semaine, vous en avez maintenant l'habitude, c'est la matinale de l'EPJT qui vous accompagne jusqu'à 8h. Nous sommes ensemble pour 3 quarts d'heure d'infos, rendez-vous à 7h30 et 7h45 pour un rappel des principaux titres, rendez-vous également avec vos chroniques habituelles et ce matin, on parlera politique, écologie avec la COP21, on parlera aussi de Ligue 1 et de Formule 1. Et enfin, un zoom sur 25, le nouvel album d'Adèle. Voilà pour le sommaire de ce 7e numéro de la saison. Soyez les bienvenus, chers auditeurs. N'hésitez pas à commenter l'émission sur Facebook et à nous suivre sur Twitter et à commenter l'émission avec le hashtag EPJT Matin. À 7h19, on débute avec le traditionnel éphéméride de ce 4 décembre avec toi, Marcelin. Salut. Salut Simon, bonjour à tous. Le 4 décembre a-t-il marqué l'histoire? On va le savoir tout de suite. Charles Ier, plus connu sous le nom de Charlemagne, devenait il y a 1244 ans le roi des Francs. Il sera quelques années plus tard couronné empereur des Romains par Léon III dans la basilique Saint-Pierre de Rome le 25 décembre de l'an 800 et prendra alors le nom de Charlemagne. Autre empereur et autre couronnement, le 4 décembre 1977, Jean Bédel Bokassa s'autoproclamait empereur de la Centrafrique sous le nom de Bokassa Ier lors d'une cérémonie fastueuse. Deux des chevaux importés du Haras du Pin en Normandie sont morts lors de la parade de Bokassa en carrosse fait de bronze et d'or. Le nouvel empereur sera renversé 2 ans plus tard par son cousin. Et à qui peut-on souhaiter un joyeux anniversaire en ce 4 décembre? On fête aujourd'hui l'anniversaire du perchiste ukrainien Sergei Boubka, ex-détenteur du record du monde de saut à la perche, et celui de Jay-Z et d'Amérique Caron. Bonne fête aux Barbie, Ada et Barbara, et ce sera tout pour aujourd'hui. À l'écoute de la matinale de l'EPJT, on ouvre une page culturelle à présent. Dans un instant, nous retrouverons Ileana et Laura qui viendront nous parler du nouvel album d'Adèle. Mais avant cela, on va parler cinéma et écologie avec Lucie. Salut Lucie. Salut. Petit problème de micro, mais on va réussir ce matin. Allez, tu nous présentes ce matin donc le film Demain, réalisé par Mélanie Laurent et Cyril Dion, qui est sorti cette semaine en salle. Oui Simon, quel monde laisserons-nous à nos enfants demain? C'est la question que se sont posées Cyril Dion et Mélanie Laurent, les réalisateurs du film Demain, suite à une étude annonçant la fin possible de notre humanité d'ici 2100. Nous, l'espèce humaine, on est une des seules qui a conscience qu'elle va mourir et donc qui envisage sa vie avec un déroulement, un début et une fin, sans penser à ceux qui vont nous succéder, rappelle Cyril Dion lors de l'avant-première du film à Tours où la matinale était présente. À travers ce documentaire plein d'espoir, ils mettent en lumière les solutions existantes et accessibles à tous afin d'éviter ou du moins limiter une catastrophe suite au réchauffement climatique ou encore à la destruction des ressources et au phénomène de surpopulation. Et comment se déroule ou plutôt est construit ce documentaire? C'est un véritable tour du monde des hommes et des femmes d'aujourd'hui, Simon, qui propose des solutions à tous ces problèmes qui nous semblent insurmontables et qui risquent de s'aggraver si personne n'agit maintenant. Ils écrivent une nouvelle histoire dans laquelle il est encore temps de changer. À la façon d'un road movie, l'équipe s'est rendue dans 10 pays afin de rencontrer ces acteurs du changement, en France, au Danemark ou encore en Inde, en Grande-Bretagne et en Islande. Cyril Dion, lors de l'avant-première, confie que ce documentaire va permettre de raconter une histoire qui nous fasse nous dire que ce sont ces gens-là les héros. Ce ne sont pas les gens qui veulent avoir toujours plus de gloire, d'argent, de pouvoir, mais ceux qui s'accordent avec leurs valeurs, qui sont heureux dans ce qu'ils font et qui sont généreux. Et les documentaires écolos, on commence à en avoir un peu l'habitude, mais comment Demain s'en détache? Tout d'abord, c'est un film positif qui redonne de l'espoir en présentant des solutions existantes et envisageables pour tous et par tous et qui change des discours alarmistes et pessimistes actuels. Demain, c'est tout autre chose. Le film, en effet, se base sur 5 chapitres qui vont apporter des solutions concrètes déjà présentes dans certains pays du monde. Dans le documentaire, on part à la rencontre de ceux qui œuvrent pour l'agriculture, l'énergie, l'économie, la démocratie et l'éducation de demain.
Répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. C'est la définition du développement durable qu'énonçait le rapport de Brundtland en 87. Ce film y répond à travers des actions que l'on peut mener individuellement et collectivement. Et justement, peux-tu nous énoncer quelques solutions réalisables par tous ? Oui, en effet, Simon, au quotidien, chacun d'entre nous peut adopter des solutions simples en changeant ses habitudes. Comme manger bio ou peu de viande afin de limiter l'agriculture industrielle, ou encore acheter dans les commerces locaux pour créer plus d'emplois et limiter les délocalisations. On peut également s'équiper de panneaux solaires afin d'être autonome en énergie, ou encore privilégier la marche et le vélo au transport en commun. Mais on peut aussi pratiquer le recyclage. Il faut savoir qu'à Copenhague, 67% de la population se déplace sans voiture, tandis qu'à San Francisco, 80% des déchets sont recyclés. Les solutions sont donc innombrables et diverses. Le documentaire nous aide à y voir plus clair en nous offrant un bel horizon de ce qui existe déjà et qui est accessible. À une plus grande échelle, on peut se rassembler tous ensemble pour réaliser des actions communes, comme transformer sa ville en potager à ciel ouvert ou encore créer une monnaie complémentaire, c'est-à-dire une monnaie locale, qui est destinée à être échangée dans une zone restreinte afin de rendre l'économie plus humaine. Ou encore, on peut aussi monter une école alternative pour favoriser le rythme de l'enfant, la coopération, l'autonomie et la responsabilité. Et qu'est-ce que ce documentaire nous enseigne ? Tout d'abord, ce documentaire, il place la notion de diversité comme un atout, car chaque personne est différente et a son rôle à jouer. En effet, une solution pour soi peut en être une pour tous. Selon le réalisateur lui-même, avec ce film, il a tenté, dit-il, d'inventer un truc génial qui va rendre service à tout le monde. Ce documentaire a été réalisé afin de nous inspirer, chacun, de nous encourager à développer des alternatives pour respecter notre planète et à terme créer un mouvement mondial. On vous a fait ce film comme un outil, on vous le donne, et c'est à vous d'en faire ce que vous voulez, confie Cyril Dion à Tours. Demain, le film est sorti en salle avant-hier, mercredi 2 décembre. En pleine COP21, ce film vous donnera les motivations pour changer votre mode de vie simplement. N'attendez pas que les 150 chefs d'État se mettent d'accord lors de cette conférence sur le climat avant d'agir. L'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul, disait Gandhi. Le pouvoir de changer demain est entre vos mains. Merci Lucie pour la présentation du film Demain qui, je vous le rappelle, est sorti en salle ce mercredi. Merci Lucie et bonne journée à toi. Et l'écologie, on en reparle tout à l'heure à 7h47 avec la traditionnelle chronique écolo de notre cher Tamar. En attendant, il est 7h23 sur Radio Campus, on parle musique avec Iléana et Laura. Salut les filles. Salut. Vous nous rejoignez aujourd'hui pour nous présenter une nouvelle artiste, en l'occurrence. De qui s'agit-il ? Eh bien Simon, cette fois-ci c'est au tour d'Adèle d'être la star de notre chronique musique. La chanteuse britannique a fait son grand retour sur scène il y a quelques semaines après 3 ans d'absence. Autant vous dire que ce retour était très attendu. Et même si vous n'êtes pas fan de cet artiste, ce phénomène ne vous a sûrement pas échappé puisque son nouveau single Hello est diffusé sur toutes les ondes. La chanteuse revient avec un album intitulé 25 ou 25 en français si vous préférez, avec comme titre phare Hello que vous venez d'écouter. Un petit retour sur ses débuts peut être nécessaire pour analyser et comprendre ce nouvel album. Adele est une auteure-compositrice-interprète anglaise âgée de 27 ans qui se définit comme une chanteuse soul qui fait de la pop. En 2008, elle sort son premier album, 29, vendu à plus de 6 millions d'exemplaires. Pas mal pour un début. Mais sa carrière va vraiment décoller avec la sortie dans les bacs en 2011 de 21, album écoulé à plus de 25 millions d'exemplaires. Un véritable succès planétaire, on peut le dire. 21 lui permettra notamment de remporter 6 Grammy lors de la 54e célèbre cérémonie américaine. Parmi toutes les chansons de cet album, ma préférée reste... Le talent de la chanteuse est tel qu'elle a même été faite membre de l'ordre de l'Empire britannique par le prince Charles à Buckingham Palace le 19 décembre 2013 pour service rendu à la musique. Peu commun pour une chanteuse. Suite à cette cérémonie, plus aucune nouvelle de l'artiste qui avait apparemment décidé de s'accorder une pause musicale pour profiter de la naissance de sa fille en 2012 et de son mariage en 2013. Mais les filles, la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui change dans le dernier album d'Adèle par rapport aux autres ? Pas grand-chose en fait. On entend souvent les gens qualifier les chansons d'Adèle de déprimantes, tristes, ou encore qu'elles ne sont que pour les midinettes en mal amour et qu'on ne peut pas totalement les contredire.
Dans tous les albums, même les chansons les plus rythmées, ont des paroles très gaies. On peut citer Rolling in the Deep, une musique entraînante et extraite de 21, dont un des couplets est « Parvenir à une telle fièvre, et cela m'emporte dans le noir. Les cicatrices de notre amour me rappellent nous. Il me garde en pensant que nous avions presque tout, les cicatrices de notre amour qui me laissent à bout de souffle. Je ne peux m'empêcher de penser. » Merci Adèle pour les chansons énergiques et joyeuses, on repassera. Son dernier album, 25, s'est déjà vendu à plus de 150 000 exemplaires en France dès la première semaine. Cependant, on peut reprocher à son hit Hello de reprendre la même recette, une jolie mélodie accompagnée d'une voix surprenante chantant des paroles tristes à souhait. Mais cette recette, elle marche. Hello a quand même réalisé le meilleur démarrage de l'année 2015 et a été réalisé par Xavier Dolan, célèbre cinéaste québécois, ce qui n'est pas négligeable. Les albums s'arrachent, ce qui montre bien que cette recette, comme tu dis, c'est la bonne. En tout cas, l'album n'est disponible à l'écoute qu'en téléchargement. Impossible pour l'instant de l'écouter sur les sites de streaming légaux. Une bonne idée de cadeau, non? Eh bien merci les filles, et justement, on s'écoute Adèle tout de suite sur Radio Campus. Bon réveil. Campus, vous écoutez la matinale de l'EPJT. Comme chaque vendredi matin, il est 7h30 passé de quelques secondes, c'est l'heure du flash.
Un premier rappel de titre avec Théo et l'affaire Tapi fait parler d'elle à nouveau. Salut Simon, près de 405 millions d'euros, c'est le montant que devra rembourser Bernard Tapie dans le conflit qui l'oppose à l'État au sujet de la revente d'Adidas. En effet, la justice estime que le Crédit Lyonnais n'a pas lésé l'homme d'affaires lors de la revente de la marque en 1993. Cette condamnation fait suite à l'arbitrage mis en place entre les deux parties et qui avait abouti au versement de 404 millions d'euros en faveur de Bernard Tapie, un arbitrage qui avait donné lieu à une procédure pénale et qui avait mis en examen l'homme d'affaires pour escroquerie en bande organisée et détournement de fonds publics par personne privée. Les États-Unis auraient-ils été touchés par un attentat islamiste ? Au moins 14 morts et 17 blessés, c'est le lourd bilan de la fusillade qui a eu lieu mercredi soir dans la ville de San Bernardino en Californie et qui s'apparente de plus en plus à un attentat islamiste. Difficile à l'heure actuelle de connaître les motivations du couple qui a semé le chaos dans le centre social de la ville. Mais la découverte d'environ 5000 cartouches et d'une douzaine d'engins explosifs laisse planer le doute sur une simple fusillade, surtout que les auteurs semblent avoir prémédité l'action et que l'un d'entre eux aurait eu des contacts avec les milieux terroristes. Règlement de compte ou attentat, impossible pour le moment de savoir, tant les zones d'ombre sont encore nombreuses. On passe maintenant à l'affaire Oscar Pistorius, et donc l'athlète sud-africain est condamné en appel pour le meurtre de sa petite amie. Oui Simon, l'athlète sud-africain a été reconnu coupable pour le meurtre de sa compagne, le top modèle Rebecca Stemkamp en 2013. Cette condamnation en appel change la donne pour l'athlète qui s'était vu condamné à 5 ans de prison pour homicide involontaire lors d'une première instance. Rappelons qu'en Afrique du Sud, la peine minimum de prison pour un meurtre est de au moins 15 ans. Et on termine Théo avec les élections régionales qui auront lieu ce dimanche. J-2 avant le premier tour des élections régionales qui auront lieu dimanche 6 décembre 2015. Des élections qui visent à renouveler nos conseils régionaux dans un contexte de réforme territoriale visant à faire passer le nombre de régions de 22 à 13 en France. Le Front National devrait arriver en tête du premier tour au niveau national selon un dernier sondage. Des élections qui aussi marquées par une campagne qui ne sera jamais réellement envolée, impactée fortement par les attentats du 13 novembre dernier. Rappelons enfin que la 29e édition du Téléthon s'ouvre aujourd'hui. Faites vos dons au 3630 et de nombreuses animations seront organisées partout en France. Et surtout, n'oubliez pas de voter ce dimanche. Merci Théo, on te retrouve dans un quart d'heure pour un nouveau point sur l'actualité. On retrouve à présent Maxime. Salut Maxime. Et nouveau rendez-vous aujourd'hui dans la matinale de l'EPJT, un horoscope plutôt humoristique. Alors Max, que nous disent les astres aujourd'hui ? Eh bien, on commence avec les béliers. Comme d'habitude, les béliers, vous ne vous cassez pas la tête et vous foncez, mais attention à ne pas y laisser des plumes. Les taureaux, le Movember est fini, mais la moustache continue de vous faire frémir, à l'image de celle de José Bové ou de celle de Noël Mamère que Tamar apprécie particulièrement. Et Tamar, vous l'écouterez tout à l'heure dans sa chronique écologique. Plus sérieusement, après une bonne nouvelle que vous avez reçue, restez calme et humble, cela ne vous sera que bénéfique. Les cancers, vous êtes nés... Non, les gémeaux d'abord. Les gémeaux, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Vos projets mûrissent, ils sont en bonne voie. Les cancers, vous êtes nés sous le même signe que Pamela Anderson. Alors vous userez de son charme aujourd'hui, à moins que vous ne préfériez celui d'un autre cancer, Mini Mati. Les lions, comme Théo qui vient de vous présenter le Flash Info, vous êtes plein d'assurance, vous vous comportez en roi de la savane. Mais cela ne cache-t-il pas un petit côté fragile ? En tout cas, votre chef de file, Julien Lepers, n'apprécie pas que l'on pointe du doigt vos faiblesses. On ne se moque pas. Pour les vierges, les jeunes pucelles en route que vous êtes vont encore devoir attendre. Dommage pour moi et dommage pour Marcelin, mais la journée devrait globalement bien se passer. Les balances, écoutez Tony Parker et balancez-vous, lâchez-vous. Comme dirait Laurie, c'est le week-end, alors laissez votre raison de côté et amusez-vous. Scorpion, vous êtes déterminé, mais attention à ne pas vous faire pincer. Même si votre dard peut être efficace, il n'est pas adapté à toutes les situations. Et cette blague est un peu bizarre. Sagittaire, comme un Kinder Bueno, votre carapace dure cache en réalité un petit cœur tendre, alors comme le dit la pub, partagez. Capricorne, votre période arrive bientôt, vous allez avoir double distribution de cadeaux entre Noël et votre anniversaire, mais si vous ne gérez pas votre nature combative, attention car dans ce cas-là, le Père Noël ne pourrait ne pas passer. Verseau, Simon, tu es Verseau. C'est exact. Eh bien, les astres nous disent qu'il est temps pour toi d'évoluer, de passer d'un doctus comme Libros à un doctus comme Interrete. Cela vous permettra de vous épanouir en toute cette fin de semaine. Et enfin, les poissons, la politique est pleine d'arêtes et le poisson qui est Borota vous en parlera tout à l'heure dans sa chronique politique. Pas de problème pour vous non plus aujourd'hui, vous serez dans votre élément. Eh bien merci Maxime pour cet horoscope et on espère que le CSA nous a pas écouté ce matin. Allez, on enchaîne toujours avec toi sur la personnalité de la semaine. Et après Vladimir Poutine la semaine dernière, qui as-tu décidé de mettre à l'honneur ce matin ? La personnalité de la semaine est plutôt la personnalité du mois. Cette personne fait l'actu depuis près de 40 ans, mais surtout depuis 2012 et son élection à la présidence de la République. Il s'agit bien sûr de François Hollande.
Attentat du 13 novembre et COP21, on le voit partout ces dernières semaines, ce qui lui a permis de remonter considérablement sa cote de popularité qui était alors jusqu'au plus haut. Et alors, quel a été son parcours ? Eh bien, originaire de Normandie, comme toi Simon, François Hollande a réalisé de brillantes études en passant notamment par l'ENA dans la fameuse promotion Voltaire de 1980 avec Michel Sapin, Jean-Pierre Jouyet, Dominique de Villepin ou encore Renaud Donnedieu de Vabre qui était ministre de la Culture mais aussi député d'Indre-et-Loire. C'est aussi dans cette promotion que François Hollande va rencontrer Ségolène Royal qui deviendra sa femme. Ils auront d'ailleurs 4 enfants ensemble. François commence sa carrière politique en même temps que l'élection de François Mitterrand à l'Élysée en 81. À cette occasion, le nouveau président va parachuter Hollande dans ce qui deviendra son fief, la Corrèze. Il doit essayer de battre Chirac, mais en vain. Il sera ensuite élu député et puis maire de Tulle et il deviendra premier secrétaire du Parti socialiste en 1997. La suite, on la connaît. En 2012, candidat aux élections présidentielles, il est élu avec 51,64%. Impopulaire et chahuté dans la vie publique comme dans la vie privée, il aura bien du mal à s'imposer, apparaissant comme mou dans la politique. Mais les événements qu'il a vécus pendant son mandat de Charlie Hebdo aux attentats de novembre lui ont permis de redorer son blason et d'affirmer son statut de président. Eh bien, merci Maxime pour cette personnalité de la semaine. À la semaine prochaine, salut. Salut. Il est 7h passé de 37 minutes sur Radio Campus. On parle politique dans un instant. Mais tout d'abord, on s'écoute Brice Blocks d'Algi. Bon réveil. Vous écoutez la matinale de l'EPJT sur Radio Campus Tours jusqu'à 8h. À l'instant, le groupe australien sur Radio Campus. Vous écoutez la matinale de l'EPJT comme chaque vendredi. Nous sommes ravis d'être avec vous jusqu'à 8h et on parle politique à présent avec Maxime. Si vous savez ce que j'en ai à foutre,
Salut, casse-toi là. Moi, j'adore le couscous. Il faut pas vous essayer à la pensée, j'ai pas fait pour vous. 16 000 €, ça va pas, non? Connasse. Moi, président de la République. Salut Maxime. Salut Simon. Alors ce dimanche, c'est le premier tour des élections régionales. Alors cette semaine, beaucoup de meetings ont eu lieu avec diverses personnalités politiques de renom venues soutenir les principaux candidats. On a assisté cette semaine à une vraie refus d'effectifs politiques. On commence par l'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, qui s'est rendu à un meeting en Normandie, à Rouen, pour soutenir la tête de liste Hervé Morin. Cette liste réunit à la fois l'UDI, le Modem, les Républicains et surtout chasse, pêche, nature et tradition. Et on ne pouvait pas assister à un meeting de Sarkozy sans qu'une déclaration n'en ressorte. Il a en effet dénoncé « Il n'y en a que pour la COP21 », comme si le drame qu'a connu la France il y a 10 jours était déjà passé. On remarquera que l'ex-président ne se sent visiblement pas très à l'aise avec l'écologie. Sans doute a-t-il du mal à faire parler de lui autant, comme lors des attentats du 13 novembre, où il jouissait d'apparaître comme un second président. Et alors que Nicolas Sarkozy semble avoir quelques problèmes d'ego au moment où François Hollande recevait tous les chefs d'État du monde à Paris, Robert Ménard, lui, semble avoir tiré un trait sur le principe même de la laïcité. Le maire de Béziers y est également allé de son intervention pour soutenir une candidate en cette ultime semaine de campagne. Mais quel parti pourrait bien soutenir cet homme qui se revendique sans étiquette ? Tadam, surprise, il s'agit du Front National, mené par Marion Maréchal Le Pen en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Robert Ménard a évoqué sans aucune retenue. Je veux retrouver notre France, celle de Louis XIV, de Napoléon et de Charles Martel. Je veux continuer à me promener dans des villages bâtis à l'ombre des églises. Je veux une crèche dans mon hôtel de ville. Il se place en rempart contre la laïcité qui garantit à la base la séparation de l'État et de toute religion. Après avoir milité pour la fermeture des kebabs dans sa municipalité de Béziers, Ménard est donc un élu qui ne recule devant rien, ni même la loi. Et la loi de la liberté de la presse, on va en parler maintenant, puisque la Voix du Nord l'a prouvé cette semaine. Et oui, coup de chapeau à la Voix du Nord qui a clairement osé informer ses lecteurs sur ce qu'une victoire du Front National provoquerait concrètement en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Marine Le Pen était en meeting à Nîmes pour soutenir son compagnon Louis Alliot. Décidément, la politique est une affaire de famille. Et elle a montré qu'elle avait peu apprécié les unes de ce journal un brin provocatrice à son égard. Mais si cela devrait plutôt s'appeler la Voix de la Corée du Nord, comme l'a déclaré Marine Le Pen, alors vive Kim Jong-un et vive la liberté de la presse. Et on va passer du Nord au Sud, puisque cette semaine, le candidat Les Républicains dans la région PACA, Christian Estrosi, a fait un geste plutôt osé. Lors du débat des régionales organisé par France 3 Provence, la tête de liste Les Républicains a apporté un livre avec lui, et pas n'importe lequel. Une vie, l'autobiographie de Simone Veil. Le député maire de Nice, Christian Estrosi, souhaitait offrir ce présent à son opposante Marion Maréchal Le Pen, suite à ses propos sur le planning familial. Mi-novembre, la nièce de Marine Le Pen s'était engagée à supprimer les subventions de la région destinées à cette association qui permet d'orienter certaines femmes vers des médecins pour avorter. Simone Veil, qui a autorisé le recours à l'IVG en 1975, aurait sans doute apprécié ce clin d'œil. Et autre clin d'œil, on me dit qu'on aurait un nouvel auditeur, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agirait probablement du Premier ministre Manuel Valls. Manuel Valls a sans doute écouté certaines de mes chroniques où je m'appuyais sur des informations du Canard enchaîné. En effet, selon une fois encore le Canard enchaîné, Valls aurait annoncé: j'en ai marre de ces ministres qui racontent tout au Canard. Dans le numéro d'aujourd'hui, il y a tout ce qui a été dit au cours de notre dernière réunion de ministres. C'est pratiquement du mot à mot et c'est insupportable. De toute façon, je sais qui parle et ça va mal se passer. On est déjà triste de savoir que si Manu Militari réussit son coup, nous ne pourrons plus rigoler du zizi atone et de la courbe de croissance. Et un dernier message te tenait à cœur avant de nous quitter. Et oui, le droit de vote n'est pas à prendre à la légère, alors informez-vous, renseignez-vous pour voter en toute connaissance de cause. Vous avez encore 48 heures. Après ce tragique mois de novembre, ce vote est d'autant plus important pour réaffirmer le pouvoir de notre démocratie. Et n'oubliez pas que ne pas voter, c'est donner sa voix à quelqu'un d'autre. Alors tous dans les bureaux de vote dimanche. Eh bien merci Maxime et merci encore de relayer cet important message. Bon week-end à toi. Il est 7h45, même 46, on est un tout petit peu en retard sur Radio Campus, c'est l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité. Et Théo nous a rejoint dans le studio pour un deuxième point sur l'actu et on commence avec l'affaire Tapie qui fait parler d'elle à nouveau. Près de 405 millions d'euros, c'est le montant que devra rembourser Bernard Tapie dans le conflit qui l'oppose à l'État au sujet de la revente d'Adidas. En effet, la justice estime que le Crédit Lyonnais n'a pas lésé l'homme d'affaires lors de la revente de la marque en 1993. Cette condamnation fait suite à l'arbitrage mis en place entre les deux parties et qui avait abouti au versement de 404 millions d'euros en faveur de Bernard Tapie. Un arbitrage qui a donné lieu à une procédure pénale et qui a mis en examen l'homme d'affaires pour escroquerie en bande organisée et détournement de fonds publics par personnes privées. Et les États-Unis auraient-ils été touchés par un attentat islamiste ? Au moins 14 morts et 17 blessés, c'est le lourd bilan de la fusillade qui a eu lieu mercredi soir dans la ville de San Bernardino en Californie et qui s'apparente de plus en plus à un attentat islamiste. Difficile à l'heure actuelle de connaître les motivations du couple qui a semé le chaos dans le centre social de la ville.
Mais la découverte d'environ 5000 cartouches et d'une douzaine d'engins explosifs laisse planer le doute sur une simple fusillade. Surtout que les auteurs semblent avoir prémédité l'action et que l'un d'entre eux aurait eu des contacts avec les milieux terroristes. Règlement de compte ou attentat, impossible de savoir pour le moment tant les zones d'ombre sont encore nombreuses. Oscar Pistorius condamné en appel pour le meurtre de sa petite amie. Oui Simon, l'athlète sud-africain a été reconnu coupable pour le meurtre de sa compagne, le top modèle Riva Stemkamp en 2013. Cette condamnation en appel change la donne pour l'athlète qui s'était vu condamné à 5 ans de prison pour homicide involontaire lors d'une première instance. Rappelons qu'en Afrique du Sud, la peine minimum de prison pour meurtre est d'au moins 15 ans. Et on termine Théo avec les élections régionales qui auront lieu dimanche. Oui, J-2 avant le premier tour des élections régionales qui auront lieu dimanche 6 décembre 2015. Des élections qui visent à renouveler nos conseils régionaux dans un contexte de réforme territoriale visant à faire passer le nombre de régions de 22 à 13 en France. Le Front National devrait arriver en tête au premier tour au niveau national selon les derniers sondages. Des élections marquées aussi par une campagne qui ne sera jamais réellement envolée, impactée fortement par les attentats de Paris du 13 novembre dernier. Enfin, rappelons que s'ouvre aujourd'hui la 29e édition du Téléthon. Faites vos dons au 36-37 et de nombreuses manifestations auront lieu partout en France. Eh bien merci Théo et bon week-end à toi. Il est 7h48 à l'écoute de la matinale de l'EPJT. Nous sommes ensemble pour encore un petit quart d'heure. Salut Martin. Salut Simon, bonjour la France. Alors on te retrouve pour ta traditionnelle chronique écolo à l'occasion de la COP21. Comme chaque semaine, c'est la COP en mode express. Voilà, et on commence par causer du meeting d'Europe Écologie Les Verts à Tours. Et Max en a déjà parlé, donc allez, fais vite. Ok, juste pour dire que Noël, ma mère, a quand même une moustache grave cool. Que Eva Joly a des belles lunettes, que Yannick Jadot parle bien. Donc voilà. Ouais, mais t'arrêtes un peu de pépon élevé là. La prochaine fois, on coupe ta chronique, ok ? Oui, monsieur, je recommencerai plus, promis. Bon, allez, ta chronique, maintenant, on a du pain sur la planche. Du pain bio, évidemment. On critique souvent les fumeurs qui ne jettent pas leur mégot, mais les sportifs, à l'inverse, ne sont pas des références. J'ai donc fait un classement de l'impact des sports sur notre planète, en me basant sur une liste de 250 sports reconnus par l'État, et en partant sur 4 critères. Précis, utilisation d'énergie externe telle que l'électricité, rejet de CO2 potentiel, dégradation de l'environnement en infrastructure, dégradation de l'environnement lors de la pratique. Et tu nous dis que les sports d'intérieur ne sont pas une référence. Non, car ils demandent des bâtiments qui ne sont pas forcément classés BBC, bâtiments basse consommation, le rappel, et demandent en plus de la lumière et parfois même du chauffage. Et qu'en est-il des sports d'extérieur tels que le football ou le rugby ? Alors, ils demandent, eux, des terrains qui sont souvent éclairés, ainsi que des vestiaires avec des douches. Donc voilà. Enfin, ça me fait mal de le dire, mais le golf, c'est une catastrophe pour notre planète. Ouais, et on le rappelle, tu es un grand golfeur, un grand amateur de golf. Un grand golfeur, faut pas passer, non. Et avant de nous dévoiler le sport préféré des ultras de l'écologie, quels sont les pires ? Non déplaise à notre médie national, les sports mécaniques sont des gros pollueurs dans tous les critères que j'ai cités plus haut, même si je me mets à genoux devant leur soif de progrès dans le domaine environnemental. Le pire reste le giraviation, sport malgré lui dont le but est de développer et de construire des hélicos. Il existe un club à La Rochelle, donc si vous êtes intéressé, évitez. Donc là, si j'ai bien compris, c'est tout sauf écolo. Exact. Et quel est le sport le plus propre ? Soyez surpris, il s'agit du cerf-volant, utilisation d'une énergie naturelle et renouvelable, matériaux utilisés peu polluants, pratiques peu importantes sur l'écosystème et contrairement aux autres sports marins, très peu d'impact sur les animaux sauvages. Ça c'est sûr, avec un cerf-volant en même temps. On va tous se mettre à ce sport. Donc merci Tamar. Voilà. On te retrouve la semaine prochaine et en attendant, on s'écoute quoi ? Alors, big up à ceux qui étaient au temps fort sport patinoire hier. On s'écoute Patinoire de Caballero. Allez, bonne matinée à vous.
c'est ça, assis-toi. Le spectacle commence, reste là, admire-moi sur cette salle patinoire. Laissez-nous faire, les gars partez tous. Ça écrit des faces, des lignes très sales. C'est Kaba et le fou, des CMA. Des attaques, des doubles, ouais, on s'active, ça lâche des bombes artisanales. Les mecs, faites pas ça chez vous. Je sens que ça rivalise, je sais pas ce qu'ils prétendent, mais ce genre de gens salissent Mazik et pensent seulement capitalisme. Je veux juste survivre en menant la vie d'artiste, rime tranchante comme mes patins. Flow, frère, me demande pas si ça glisse. Prose en or, l'instru a des grosses entorses. Tu sais pas si tu dois sourire ou pleurer. C'est vrai que je frappe drôlement fort. Ça dit quoi, papé? Je te fais voyager. Normal, c'est moi qui vais le plus loin quand les mots m'emportent. Prendre de l'argent, c'est dur. Par contre, j'ai repris du poil de la bête. Tu vas repartir en rasant les murs. On fait que rire, y a pas d'histoire. On sait que t'as kiffé. Maintenant tu sais qui fait de la magie noire. On aime kicker, t'as pas idée. Je ne fais que glisser le beat et ma patinoire. On fait que rire, y a pas d'histoire. On sait que t'as kiffé. Maintenant tu sais qui fait de la magie noire. Ça dit quoi, ça dit quoi, ça dit quoi, ça dit quoi. Je ne fais que glisser le beat et ma patinoire. Regarde, j'arrive en glissant, spliff dans la bouche en puissance. Je regrette sans cesse, c'est vrai, je m'entête ensuite, je pense. J'aime tant la weed, grand, tellement fascinant. J'excelle dans le fait d'être tête en l'air quand je vis sans. Ayant fait de place sur la piste, je rentre. Constat unanime, je fracture la cible habilement. Les mauvais patineurs qu'ils se piquant. Je débarque avec mes céréales, kickers et mes trafiquants. Trêve de plaisanterie, je lâche des tricks fous. Je crache mes rimes douces et je te laisse tranquille que si ta caisse vide couse. Casse des 10 pour mes rats des villes, les gars des streets sous la vraie team boom, c'est l'accident. La sauce Kabassima te fait vibrer, c'est ça l'idée. Sur une track pas si mal en finalité. On t'a niqué, y a pas de secret, viens t'affilier. Mate le reste, le black syndicat, tous ses partisans. On fait que rire, y a pas d'histoire. On sait que t'as kiffé. Maintenant tu sais qui fait de la magie noire. On aime kicker, t'as pas idée. Je ne fais que glisser le beat et ma patinoire. Mais y a pas d'histoire. On sait que t'as kiffé. Maintenant tu sais qui fait de la magie noire. Ça dit quoi, ça dit quoi, ça dit quoi, ça dit quoi. Je fais que glisser le beat et ma patinoire. Nous sommes de retour sur Radio Campus pour la dernière partie de la matinale de l'EPJT. Ravi d'être avec vous. Comme chaque semaine, on ouvre notre page sport avec les 3 spécialistes du sport qui viennent d'entrer dans le studio. Salut Mehdi, salut Simon, salut Bastien. Salut Simon. Et on débute avec du football avec toi Simon et on te retrouve ce matin pour un bilan des enseignements à tirer de la 16e journée de Ligue 1. Par quoi commence-t-on ? Allez, par les flops pour une fois. 10 jaunes, 2 rouges et 3 buts. Qu'est-ce que ça peut être à ton avis ? Eh bien, c'est le triste bilan de Guingamp-Reims. Enfin, il y a de la concurrence dans le domaine puisque Toulouse a reçu cette semaine tout simplement son 7e carton rouge de la saison. T'es un peu sévère. Il y a quand même eu 3 buts au Roudourou alors qu'il n'y en avait eu aucun mardi soir en 3 rencontres. Et enfin, tu n'as pas dû voir les images puisque sur l'égalisation dans le temps additionnel de la première période, alors que Reims menait tranquillement 1-0, Agassa a commis une erreur incroyable en reculant dans sa cage lors de l'impact du ballon. Pas mal en effet. Et tu en as d'autres dans le genre ? Eh bien, tu sais qu'il y avait un certain Bastia-Bordeaux mercredi soir et on ne peut pas dire que c'était une réussite non plus. Affiche de rêve. Puisqu'au terme d'un match avec beaucoup de déchets techniques, c'est sur une glissade du jeune défenseur bordelais Hassani que les Bastiens ont inscrit l'unique but de la rencontre. C'était son premier match en Ligue 1 et malheureusement on n'est pas prêt de le revoir celui-là. Sacré Ligue 1. Et du côté positif, qu'as-tu noté ? Eh bien que Toulouse a confirmé son retour en forme en s'imposant 3-0 dans l'Aube, une renaissance que le club doit à ses jeunes. Alban Lafont, le gardien qui a 16 ans et n'a toujours pas encaissé de but en Ligue 1. Et le défenseur Issa Diop, 18 ans, qui fait oublier les largesses défensives. Sinon, le Gazélec s'est une nouvelle fois imposé cette fois face à Montpellier, et avec 16 points sur 18 possibles, ils sont désormais 15e et poursuivent leur folle remontée au classement. Et le meilleur pour la fin. Et oui, comment ne pas parler de Caen alors qu'il y a 2 Normands à mes côtés. Les hommes de Patrice Garande m'ont confirmé qu'ils étaient l'équipe en forme de ce début de saison en arrachant le nul à Monaco. Par contre, je ne veux pas vous démoraliser, mais avec votre 2e place, vous êtes certes à 13 points du PSG, mais à seulement 12 points du premier relégable, Lille. Mais quel club quand même, ce Stade Malherbe. Et pour finir, c'est quoi le programme du week-end ? Eh bien justement, on aura un certain Caen-Lille. Sinon, dès ce soir, il y a aussi Nice-Paris qui opposera les 2 meilleures attaques du championnat.
Et ensuite, de superbes matchs comme Reims 3 et Ajaccio-Nantes égaieront votre samedi soir. Et j'annonce déjà la victoire du Stade Malherbe avec un petit triplé d'Andy Delors. Allez, merci Simon. On reste dans les sports co et on passe du foot au hand. Salut Bastien. Salut Simon. Et on va parler de handball avec toi puisque le championnat du monde de hand féminin débute demain. Et oui Simon, à partir de demain et pendant 15 jours, 24 équipes vont se défier sur les parquets danois avec pour unique objectif conquérir le titre de championne du monde, un titre qui serait par ailleurs synonyme de qualification pour les prochains Jeux Olympiques. Et dis-nous à quelle sauce vont être mangées les joueuses françaises. Oh là là, eh bien l'édition 2015 va réserver des épreuves importantes pour les Françaises et ça commence dès demain soir face à l'Allemagne. Si le pays de naissance du hand n'excelle pas chez les femmes, c'est un adversaire qui peut tout de même réserver de mauvaises surprises. L'année dernière, déjà, les Allemandes avaient maté les Françaises lors de l'Euro avec un match nul 24-24. Elles avaient pourtant mené de 6 buts. Puis, ce sera au tour des Sud-Coréennes d'affronter la France lundi. La Corée du Sud gêne régulièrement les Bleus avec son jeu atypique, mais les tricolores sont invaincus face aux Asiatiques depuis 2007. Pas de raison apparente, je pense que tu es d'accord, pour que ça s'arrête. Puis, par la suite, les modestes équipes d'Argentine et de la République démocratique du Congo seront menues des Bleus. Enfin, pour conclure un tour de poule, la France défiera le Brésil, championne du monde en titre, un adversaire qui porte malheur aux tricolores puisque ces dernières ne battent plus les Oriverdes depuis 2009. Et quel adversaire pourrait atteindre les Bleus en phase éliminatoire de ce mondial ? Eh ben, la première certitude, c'est que ce 8e de finale sera compliqué puisque la France retrouvera un adversaire du groupe D qui apparaît comme le groupe de la mort. Mais l'adversaire idéal serait la Russie, une équipe loin de ses standards historiques et à la recherche d'un second souffle. N'empêche, à souligner plusieurs fois championne du monde, donc faut toujours se méfier de la bête blessée. Autre cas de figure à l'avantage des Bleus, ce serait d'affronter la Roumanie, bien que quart de finaliste des derniers mondiaux, en 2013, les Roumaines sont à la portée des filles d'Alain Laporte. L'équation commencerait à se compliquer si les tricolores affrontent l'Espagne, vice-championne d'Europe et favorite pour ce mondial. Enfin, une confrontation face à la Norvège, championne olympique en titre, relèverait presque du cauchemar pour les coéquipières d'Amandine Leno, tant les Scandinaves dominent le hand féminin et sont tout de même championnes olympiques et championnes d'Europe en titre. Puis en cas de qualification pour les quarts de finale, l'adversaire pourrait être le Monténégro, champion d'Europe en 2012, les Danoises, hôtes de l'événement, ou encore la redoutable Hongrie. Et pour conclure, sur quel pays pourrons-nous compter pendant ce championnat du monde ? Et le Danemark sera très attendu sur cette terre, dans un groupe abordable avec la Hongrie et le Monténégro. Les Scandinaves devront briller pour se hisser en quart de finale. Cela offrirait la possibilité de disputer un tournoi de qualification olympique. Mais une absence du Danemark lors des TQO et par conséquent au JO ferait désordre dans un pays où le handball est un sport national. La Norvège, bien entendu, nous l'avons dit, partira favorite pour reconquérir un titre qu'elle a perdu il y a 2 ans. L'Espagne pourrait venir ajouter son grain de sable et pourquoi ne pas décrocher la 2e médaille de son histoire en championnat du monde. Le Monténégro est à mettre au rang des favoris, tout comme la Hongrie, bien décidée à aller chercher une place dans le dernier carré. Et chez les outsiders, enfin, on peut citer la Suède, 3e du dernier Euro, la France, la Pologne ou encore les championnes du monde brésiliennes pour jouer les troubles fêtes lors du mondial. Une édition 2015 du mondial féminin qui s'annonce alléchante. Début des festivités demain à 15h45 précise au Danemark. Eh bien merci Bastien, rendez-vous est pris. On en parlera peut-être dans les prochaines matinales. Et enfin, après le football et le hand, on parle sport auto et Formule 1 avec toi Mehdi. Salut. Salut Simon. On n'a pas beaucoup de temps mais ça va le faire. Et donc dans cette chronique sport auto, nous avons droit à un parti pris de ta part. Ouais, j'ai une question pour toi Simon. Est-ce que tu as parfois du mal à trouver le sommeil ? Toujours, oui, toujours. Eh bien figure-toi que j'ai trouvé la solution pour toi. Il te suffit de regarder la Formule 1. Cette discipline est en effet devenue passablement ennuyeuse en cette année 2015, une saison qui n'aura vu que 3 vainqueurs différents en 19 épreuves, Hamilton, Rosberg et Vettel. Ce manque de diversité sur les podiums a entraîné une absence flagrante de suspense pour l'obtention des titres qui ont couronné Lewis Hamilton et son équipe Mercedes 3 épreuves avant la fin de saison. La domination de la marque à l'étoile est négative pour la Formule 1, puisque l'on sait par avance que la victoire ne peut se décider qu'entre leurs 2 pilotes, Hamilton et Rosberg, vainqueurs à eux deux de 16 courses. Oui, la F1 est devenue bien prévisible en somme. Mais est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi la Formule 1 est si ennuyeuse ? Eh bien, là où le bas blesse, c'est le non-spectacle sur la piste. La course ne se joue même plus le dimanche comme on serait en droit de le croire, mais le samedi lors des essais qualificatifs. Celui qui décroche la pole position a alors de fortes chances de brandir le trophée du vainqueur, ce qui fut d'ailleurs le cas dans plus de la moitié des courses cette année. Si le téléspectateur s'endort sur son canapé à l'heure de la pause digestive, le pilote fait lui aussi part de son ennui. Fernando Alonso, qui n'est pas considéré comme un manche avec 2 titres mondiaux, a déclaré à la BBC que le MotoGP et l'endurance étaient plus fun que la Formule 1. Mais le plus gros problème, Simon, c'est l'aérodynamisme, et plus particulièrement les perturbations engendrées par le suivi d'une voiture. Pour faire très simple, si une F1 se rapproche à moins d'1 seconde d'une autre voiture, elle va surchauffer ses pneus, perdre de la tenue de route, ce qui aura pour conséquence de limiter les tentatives de dépassement. Alors si on n'arrive plus à se bagarrer en piste, les ingénieurs d'écurie mettent en place des stratégies très élaborées pour doubler lors des arrêts ravitaillement.
Ces choix tactiques sont imposés au pilote, qui perd totalement son libre arbitre et se retrouve plus à ménager sa mécanique plutôt qu'à attaquer. Or, ne dit-on pas d'un conducteur rapide qu'il se prend pour Fangio ? Et Fangio qui a été le premier grand champion de Formule 1 dans les années 50, si tu peux me confirmer ça. Tout à fait, Simon, tout à fait. J'ai des connaissances. Allez, merci Mehdi, et merci à vous les gars pour cette chronique sport. À la semaine prochaine pour d'autres actualités. Il est 8h passé, on n'est plus à l'antenne, mais on s'en fout. C'est la fin de cette 7e matinale de la saison. Merci à tous les chroniqueurs pour leur participation ce matin, et un grand merci à Marcelin à la réalisation de l'émission. C'était la matinale de l'EPJT, merci de nous avoir suivis, notez bien le rendez-vous. On se retrouve vendredi prochain à 7h15. On vous laisse avec Radio Campus pour une playlist musicale. Ciao.